Avec mon asso, on est ultra motivés pour monter un Fab Lab. Tu sais, les gens viendraient avec leurs objets cassés et nous, on leur apprendrait comment les réparer. Mais on n'a pas le budget, je suis dégoûtée. Ah, c'est dommage. Ta situation me donne envie de défendre un principe simple. Quand des personnes ont une idée de travail ou de projet, leur activité est financée dès que suffisamment de gens soutiennent leur idée. Ce principe pourrait s'appeler liberté substantielle d'entreprendre et il résume assez bien l'esprit des budgets participatifs. Ce principe remet en cause un fondement de notre économie, le processus de décision des activités économiques, c'est-à-dire le mécanisme de leur financement. Actuellement, qui décide de l'allocation des ressources? En grande partie, les banques qui prêtent aux personnes qu'elles estiment solvables et financent les projets supposés rentables avec pour seule condition la profitabilité. À l'exception de banques comme la Nef ou le Crédit Coopératif, qui, elles, n'investissent que dans des PME à but social ou écologique. D'ailleurs, je te recommande vivement de placer tes épargnes chez elles. Quant au secteur public, les budgets y sont préparés par un petit nombre de gens, comme ceux qui dirigent le ministère du Budget ou la Caisse des dépôts. Et donc, les décisions sur ces sujets ne découlent d'un choix démocratique que de façon très indirecte. Pourtant, une majorité de Français préférerait décider directement du budget de l'État et 8 Français sur 10 pensent qu'on devrait développer les budgets participatifs. Je vais donc expliquer ce que sont les budgets participatifs et proposer une méthode pour allouer démocratiquement un budget. Je ne traiterai pas ici du problème plus complexe de déterminer de façon décentralisée les recettes d'un budget, ni de l'articulation entre budget participatif et choix entre alternatives ayant des coûts différents, comme la sortie du nucléaire par exemple. J'y consacrerai une autre vidéo, Coécrire la loi. La proposition de budget participatif que je vais faire se décline en deux cas de figure. Mais dans les deux cas, il s'agit de répartir un budget connu. Dans le cas d'un budget par projet, il s'agit de financer ou non des projets ponctuels ayant un coût donné. Dans le cas des budgets par catégorie, la répartition porte sur des postes de dépenses généraux qui ne changent pas d'une année sur l'autre. Ok, donc si je comprends bien, le choix des investissements dans les infrastructures d'une collectivité relève d'un budget par projet et le budget total de cette collectivité est un budget par catégorie, c'est ça? Tout à fait, le budget de l'État est un autre exemple de budget par catégorie. Et du coup, chaque votant choisirait la répartition d'une même portion du budget, c'est ça? Oui, en tout cas dans la version que je propose. Et comme chaque votant peut allouer librement la même portion du budget, tout le monde a vraiment le même pouvoir de décision. Cela dit, dans les budgets par projet, on peut inclure un mécanisme pour ne pas financer les projets dont la plupart des votants ne veulent pas. Donc, on va dire que les votants peuvent s'opposer à tout projet et ils doivent aussi répartir leur budget dans les projets qu'ils souhaitent. Du coup, un projet est financé s'il reçoit plus de financement que son coût, sauf s'il y a plus de gens qui se sont opposés à ce projet qu'il y a de gens qui ne l'ont financé. Waouh, tu peux me faire un dessin? Bien sûr, regarde, cette barre représente le budget total à répartir entre différents projets. On va dire qu'il y a trois votants, Kim, Al et Lou. Chacun d'entre eux alloue librement un tiers du budget total. Kim choisit d'attribuer la moitié au projet 1 et l'autre moitié au projet 2. Al donne un peu au projet 1 et 3 et pas mal au projet 2. Lou préfère attribuer l'essentiel au projet 1 et le reste au projet 4. En plus, Lou s'oppose au projet 2 parce qu'elle ne veut pas d'un skatepark en face de chez elle. Chaque projet a un coût fixé d'avance. Le projet 1 reçoit plus de financement que nécessaire. Il est donc validé. Le projet 2 est lui aussi suffisamment financé, mais il a un opposant. Cela dit, comme deux personnes l'ont financé mais qu'une seule s'y est opposée, le projet 2 est également approuvé. Les projets 3, 4 et 5 n'obtiennent pas assez de financement, mais tout n'est pas perdu. Les crédits en excès, venant notamment des projets ayant reçu plus que leur coût, sont répartis dans les projets auxquels il manque proportionnellement le moins de crédits pour que leur coût soit couvert. Ici, c'est le projet 3 qui est financé grâce à ça. Il reste encore des crédits en excès dans les projets 1 et 2, mais pas assez pour financer le projet 4. Comme il reste un peu d'argent, on l'utilise pour financer un autre projet, même s'il est moins soutenu, le projet 5. Ok, est-ce que ta méthode marcherait aussi avec l'autre type de budget, le budget par catégorie? Oui, mais à condition de poser certaines restrictions. Dans un budget par projet, on ne s'attend pas à ce que les votants connaissent tous les projets, mais seulement à ce qu'ils financent des projets qui leur plaisent, quitte à ce qu'ils allouent tout leur financement à un même projet. Ça ne pose pas de problème, car les projets ont un coût fixé d'avance. Dans le cas d'un budget par catégorie, on risquerait de surfinancer ou de sous-financer certains postes de dépenses si on autorisait tous les types d'allocations. Par exemple, disons que Kim et Al répondent sincèrement, mais pas Lou.
Comme le but de Lou est d'augmenter le budget de la défense, le poste en bleu sur le diagramme, elle va attribuer l'intégralité de sa version du budget à la défense. Si on prend la moyenne des propositions de budget, la défense recevra un budget démesuré. En pratique, si beaucoup de votants essayent de manipuler le résultat comme Lou en proposant une répartition irréaliste, on risque donc d'obtenir un budget aberrant. Ah oui, on pourrait prendre le budget médian plutôt que de prendre la moyenne des budgets, car la médiane, elle, n'est pas manipulable. Ou bien, on prendrait une moyenne tronquée. Effectivement, ce sont des solutions, et ça revient à ne pas tenir compte des propositions excessives dans un sens ou dans l'autre, et à retenir le choix du votant typique. Mais dans ce cas, la somme des budgets par poste n'est pas égale au budget total, donc ça implique de réajuster à la hausse ou à la baisse proportionnellement les budgets de chaque poste. Une autre méthode, plus intuitive, permet de limiter la manipulabilité tout en évitant cet ajustement. On ferait la moyenne des budgets proposés par chaque votant, seulement on ferait en sorte que les dépenses proposées ne s'éloignent pas trop des montants de l'exercice précédent. Par exemple, en exigeant que leur évolution soit contenue entre moins 10 et plus 10%. En théorie, c'est intéressant ton principe. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, en 2018 et 2019, j'ai permis à 2 échantillons représentatifs de la population française de proposer leur version du budget de l'État en mettant à leur disposition une animation interactive où on peut choisir le montant des recettes et le montant des principaux postes de dépenses publiques. Les réponses médianes de ces 1656 Français donnent une idée de leurs priorités. La personne typique souhaite augmenter les dépenses publiques par une légère hausse du déficit afin de financer davantage la santé, l'éducation et les retraites, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que dans un sondage précédent, j'avais posé séparément la question du déficit et des dépenses, et j'avais obtenu des réponses contradictoires. Une grande majorité souhaitait un déficit sous les 3%, ainsi qu'une réduction de la dépense totale, tout en voulant une augmentation des dépenses de presque tous les postes. Quand on force les gens à la cohérence, ils privilégient le financement accru des services publics plutôt que la réduction du déficit. Intéressant! Mais ça n'a jamais été fait officiellement de laisser les gens choisir de l'orientation budgétaire de l'État de façon participative? Et non. En revanche, les budgets participatifs sont un grand succès à l'échelle locale, notamment dans les pays qui les encouragent, comme la Pologne et certains pays d'Amérique latine. Le budget participatif qui a sans doute le mieux fonctionné est celui de Porto Alegre, au Brésil. Il a bénéficié d'une conjonction de facteurs favorables. Une société civile active au sortir de la dictature dans les années 90, le soutien indéfectible du Parti des travailleurs qui gouvernait cette ville de plus d'1 million d'habitants, ainsi que d'une grande liberté accordée aux citoyens pour modifier les règles de ce budget participatif doté d'une enveloppe conséquente. Il a permis une réduction de la pauvreté, une allocation des ressources plus équitable entre les différents quartiers, un financement accru des besoins de base tels que des écoles, l'accès à l'hôpital et aux égouts, a engendré une démocratie plus inclusive, moins corrompue, où les gens étaient plus enclins à payer leurs impôts. Il fonctionnait de façon plus délibérative et moins geek, moins procédurière que la méthode que je viens de décrire, ce qui a permis une forte participation aux réunions publiques et a contribué à éduquer bon nombre de citoyens à la gestion publique. Hélas, ce budget participatif s'est perverti lors du changement de majorité de la mairie en 2004. La nouvelle majorité a changé les règles du budget participatif au profit de la mairie et a tellement réduit les financements que la part de budget voté mais non réalisé est passée en quelques années de 5% à 90%. Cette expérience montre qu'une évolution démocratique a besoin de soutiens divers et stables pour perdurer et indique qu'une façon efficace pour préserver une avancée démocratique serait d'inscrire la procédure qui a réussi dans la Constitution. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez lire un document que j'ai rédigé sur l'histoire des budgets participatifs où vous trouverez toutes les références que j'ai utilisées. En description, je renvoie aussi vers des publications qui proposent d'autres méthodes de budget participatif que celles que j'ai présentées et je mets aussi le lien vers l'animation interactive où vous pourrez jouer avec le budget de l'État. Allez, ciao!